Donc, bonjour à tous, bien contente de vous accueillir pour cette conférence de communication animale. C'est la première fois moi, que je viens sur Ocoche, donc du coup c'est un super petit village, et puis c'est toujours intéressant de faire comment je dirais, des salons dans des endroits qu'on ne connaît pas et de faire aussi découvrir la communication animale, hein, donc de pouvoir en parler en vrai et de pouvoir aussi poser vos questions de conférence. Dans un premier temps, c'est déjà de définir la communication animale, parce que je pense que c'est important de montrer un peu le cadre dans lequel on travaille, et dans le deuxième, de vous montrer aussi ce que les animaux peuvent dire, vous donner quelques exemples, et puis que vous puissiez poser vos questions. Donc, la première chose, la communication animale, elle fait partie de la famille de la voyance et de la télépathie, donc télépathie, médiumnité. Donc, c'est la même famille que la voyance. Donc, ça veut dire que ce n'est pas éducateur. D'accord? Donc, ça veut dire que je trouve que ça, c'est déjà important, parce que, par exemple, si on me dit mon chien il tire en laisse, oui, la plupart du temps, c'est quand même le problème de l'humain, si le chien tire en laisse. Donc, une communication animale ne va pas résoudre le fait que l'humain tienne mal son chien en laisse. Hein, c'est l'éducateur qui va… Bonjour monsieur, n'hésitez pas à prendre une chaise. Voilà. C'est pas, si vous voulez, la communication animale ne peut pas remplacer tout un protocole de travail avec un éducateur et une dizaine de leçons avec un éducateur, quoi. Hein, ça, c'est… Voilà. Donc, ça déjà, c'est quelque chose d'important. Donc, la communication animale, donc c'est de la télépathie pour les animaux vivants et c'est de la médiumnité pour les animaux décédés. Alors, pour les animaux vivants, j'ai 50% de ma clientèle qui est envoyée par vétérinaires, ostéopathes, éducateurs, par des professionnels, hein, des moniteurs d'équitation, des jockeys, des cavaliers de haut niveau, mais aussi voilà, donc tout ce qui peut être professionnel, des instructeurs. Et 50% de ma clientèle qui est des particuliers par le bouche à oreille. Voilà, un peu les choses. Alors, pourquoi ? Parce que la communication animale, déjà, elle permet dans un premier temps d'écouter l'animal, et on va écouter l'animal au niveau physique, donc me concernant avec le scan physique. Donc les demandes peuvent venir des vétérinaires qui sont le pilier du soin et des ostéopathes, parce que, par exemple, on n'arrive pas à poser un diagnostic. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais le diagnostic, on n'arrive pas à être assez précis. Voilà, donc que va raconter l'animal? Est-ce qu'il a eu un traumatisme? Il y a combien de temps? Pourquoi? Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Aussi parce que quelquefois, les médicaments ne fonctionnent pas ou l'animal ne veut pas prendre ses médicaments. Donc, comment on fait pour l'aider, pour l'accompagner? Voilà, donc pour trouver aussi comment ça se fait qu'il refuse ce médicament. Voilà, ok, c'est peut-être pas forcément bon, mais je veux dire, il y a peut-être d'autres raisons aussi qui sont assez intéressantes à écouter et pour lesquelles, par exemple, on peut envoyer vers des vétérinaires qui sont plus spécialisés vers le naturel, vers l'homéopathie, vers la phytothérapie, voilà, de façon à mieux prendre en compte ces besoins-là. Hein. Alors, ça, c'est la partie physique, mais bien entendu, on sait que les maladies physiques, elles ont aussi un impact émotionnel, et même quelquefois, c'est la cause émotionnelle qui a créé la maladie physique. Hein. Donc, écoutez l'émotion d'un animal, c'est quelque chose de formidable, parce qu'il nous dit comment il vit dans son environnement, un environnement qui, pour le coup, n'est pas très naturel, hein, vu qu'il vit avec des humains. Donc, ça veut dire que le sol est dur, ce n'est pas un sol en terre, on ne vit pas sur de la pelouse, voilà. Donc, l'alimentation, les bruits d'une maison, hein, je pense aux chiens et aux chats, le Wi-Fi, les problèmes de frigo, les problèmes d'odeur, voilà, leurs sens sont quand même démultipliés par rapport à nous. Donc, émotionnellement, vivre dans un environnement comme ça, effectivement, ça peut aussi être perturbant. Hein, voilà, ça c'est intéressant. Et bien entendu aussi, le fait que l'on change, j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça, parce que quand on change le territoire, par exemple, changer un canapé de place, mais c'est vrai qu'il y a des chocs quand même qui
qui stressent un peu avec ça et qui ne sont pas bien, parce qu'on a changé le canapé de place et que c'est leur territoire, quoi, qu'ils étaient habitués à là, qu'il n'y avait pas d'air, c'était bien. Et on peut avoir des crispations, des changements de comportement. Donc, bien entendu, comme le vétérinaire est le pilier du soin, moi, je demande toujours est-ce que le vétérinaire ait été vu. Ça, voilà, c'est quelque chose d'important. Mais quand il a été vu, on s'aperçoit que notre vie et même les interactions entre les animaux, donc un nouvel animal qui arrive dans la famille, un décès d'un animal dans la famille qui s'agrandit parce qu'il y a un nouveau-né qui arrive. Hein. Donc, comment l'animal, on arrive à l'inclure dans tout ça. Alors, moi, ce que je dis aussi souvent, c'est que, attention, la communication animale, là, c'est hyper à la mode, mais elle ne doit pas nous dispenser de parler à nos animaux. Hein, bien sûr, c'est à la famille de dire on va avoir un nouveau-né à la maison, la famille s'agrandit, il y a un bébé qui arrive. Honnêtement, on n'a pas besoin d'une communication animale pour ça. Voilà. Surtout qu'en plus, au niveau hormonal, la plupart du temps, ils le savent déjà. La première chose qu'ils disent, c'est « Ah, il y a des hormones, c'est plus la même qu'avant, nanana, il va avoir un bébé. » Voilà. Donc, ils le sentent hein, souvent très, très rapidement. Hein. Donc, vous voyez, la communication animale, c'est pour savoir comment notre animal va, pour aller un peu plus en profondeur, pour savoir comment il va. Donc, c'est vraiment une démarche d'amour ou un besoin santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Voilà. Mais dans tous les cas, ça ne doit pas aller en dépit du bon sens. Vous voyez, par exemple, on voit un animal qui ne mange plus, qui allaite, qui est vraiment très, très, très mal. Voilà, moi, j'ai des gens qui me disent une communication animale urgente. Mon animal, ça fait 3 jours qu'il ne mange pas. Je dis, bah, attendez, c'est vétérinaire, quoi. Enfin, là, vous perdez du temps depuis 3 jours, quoi. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose d'important parce que cette mode de la communication animale, il ne faudrait pas, et pour moi, il y a une tendance à faire qu'elle se fasse au détriment de l'animal. Vous voyez? Ça ne doit pas empêcher le bon sens et d'agir et de faire ce que l'on a à faire dans le quotidien. Voilà. Ça, c'est pour la partie animaux vivants. Pour les animaux décédés, il s'agit de savoir quand les propriétaires ont par exemple la sensation que leur chat continue de marcher à l'étage, ils l'entendent. Voilà. Donc, est-ce qu'il a bien conscience d'être décédé? Est-ce qu'il a bien conscience d'être passé dans les autres mondes? Comment il le vit? Voilà. Est-ce qu'il accepte cette mort? Est-ce qu'on doit faire un passage d'âme? Est-ce qu'on doit l'aider? Voilà, c'est aussi les autres animaux de la famille hein, qui, quelquefois, vraiment regardent et on a l'impression qu'ils voient un animal passer, hein, surtout les chats, hein, ils voient les âmes, hein, ils voient ce qu'on pourrait appeler les fantômes ou des entités. Ils sont très forts pour ça, les chats. Donc, les animaux décédés, là, on a vraiment un rôle de pouvoir accompagner, de pouvoir vérifier qu'ils vont bien. Voilà. Il arrive aussi fréquemment que les animaux décédés ont des messages pour leur famille terrienne, pour leur famille d'amour, mais évidemment, ce n'est pas le but d'une communication animale. Voilà, on ne va pas aller déranger un mort parce qu'on a envie de recevoir un message ou parce qu'on n'est pas bien ou parce qu'on est en dépression. Non, ça c'est médecin, psychologue, psychiatre. Vous voyez, on ne peut pas se servir d'un animal. Moi, dans la demande, là, je refuse pas mal de communication animale parce que je sens que ce n'est pas pour l'animal, c'est parce qu'on ne veut pas le laisser partir. Et si on ne le laisse pas partir, mais ça c'est valable pour tout défunt, bah, évidemment qu'il n'est pas bien si on ne le laisse pas partir. L'amour, c'est laisser partir l'autre aussi. Moi, souvent, je dis, allez, la mort, c'est un bon divorce, quoi. Ça veut dire qu'on est capable de souhaiter du bonheur à l'autre. Voilà, c'est ça. Hein. Et quand on arrive à ça, on peut dire que l'autre, quelque part, on l'aime, on continue de l'aimer d'une autre façon, mais on l'aime. Et ça, c'est quelque chose de très beau parce que là, on aime l'autre dans le respect. Voilà, c'est plus partie de sa vie, on ne sait pas ce qu'il fait, ni avec qui, ni comment. Voilà, mais en tout cas, on lui souhaite la meilleure vie possible. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Hein. Voilà donc pour les deux choses. Alors, sur cette deuxième partie, quel type de message, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, hein, autant quand ils sont vivants que quand ils sont décédés? Eh bien, il y a quelque chose d'important, c'est qu'ils nous parlent de leur environnement, qui est aussi le nôtre. Et comme ils ont les sens plus fins, hein, comme on disait tout à l'heure, ils peuvent tout à fait... voilà, je pense par exemple à des Malinois qui
qui travaillent aussi en sécurité, en calais et tout ça, et dans la maison, si par exemple la clinche n'est pas complètement verticale, voilà, ils disent, tiens, la deuxième fenêtre, depuis 3 jours, la clinche, elle est en biais, et du coup, je me lève, voilà, je me lève, j'y retourne, je me lève, j'y retourne. Il dit, je suis hyper fatiguée avec ça, la clinche, elle n'est pas bien mise, je sais que ce n'est pas tout à fait bien fermé, donc je le vis mal. Vous voyez, donc des animaux qui vont se fatiguer tellement ils sont impliqués dans la sécurité. Hein. Après, là, cette semaine, j'ai eu... donc la dame me confirmait, moi j'entendais des grands pchit, clac, ça faisait penser à comme une porte de garage qui tombait, mais brutalement. Et je suis écoutez, c'est une porte de garage, il y avait un truc qui fait pchit, clac. Écoutez, ça fait un énorme bruit. Et en fait, la dame me disait que c'était son frigo qui avait vraiment un énorme problème, et quand il s'arrêtait, et clac, mais vraiment un gros truc, même eux dans la famille, ils se disent, oh, le frigo, voilà. Mais là, le chat est carrément traumatisé par ça, dans le sens où il commence à s'endormir, et puis dans un coup, clac, oh, il se réveille, et donc, jour et nuit, ne plus savoir rentrer dans une récupération, voyez. Et donc, le chat qui n'est pas bien, qui après ne veut plus manger, qui maintenant commence à faire pipi partout. Enfin bon, mais parce qu'il dit qu'il n'en peut plus, quoi. Et le vétérinaire, il a été vu, et pour le vétérinaire, tout va bien. On ne comprend pas pourquoi le chat se laisse aller à ne plus manger, pourquoi il est nerveux, pourquoi il ne dort plus. On se dit, il n'y a rien de changé. Ben, s'il y a quelque chose de changé, c'est le frigo qui déconne vraiment un maximum, quoi. Hein. Et donc, tout son environnement, comme il est fort sensible des oreilles, tout son environnement le perturbe complètement. Donc là, c'est comment nous, on adapte les choses. Est-ce qu'on a des portes à fermer avant de changer de frigo? Parce que vous voyez, c'est ça aussi derrière. C'est le vivre ensemble, ça ne veut pas dire que l'humain, il doit tout changer. Le frigo, le canapé, la cuisine équipée, enfin, déménager. Enfin, vous voyez, c'est pas comment je dirais, la suite logique d'une communication animale que de dire qu'il faut complètement tout restructurer. Mais dans l'attente de faire les choses, parce que là, on se dit bien quand même que le frigo, il va y passer, hein, qu'il va falloir prendre des décisions pour le frigo, c'est en attendant ça, est-ce qu'on peut quand même fermer des portes? Est-ce qu'on peut faire que le chat dorme dans une pièce où il ne va pas entendre le frigo? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aménager les territoires? Vous pouvez avancer, mesdames, hein, et faire que on trouve quand même un bien-être et un consensus pour qu'au moins ils puissent dormir pas trop près du frigo et sans l'entendre. Vous voyez, comme des humains qui vont fermer leur porte de chambre. Hein. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? Donc, la plupart du temps, on accompagne aussi sur des choses qui peuvent être plus assez simples ou plus compliquées, comme par exemple, j'aime pas ce que je mange, quoi. Hein. Donc, telle partie dans mon alimentation, ça ne va pas. Ça a un sale goût, puis ils expliquent le goût, hein, parce que les ressentis qu'on a en communication sont, on a la voix, on a l'ouïe, on a vraiment tout. Hein, donc là, on a aussi des goûts, et je peux vous confirmer, les croquettes, ce n'est pas toujours top au niveau goût. Hein, voilà. Hein. Donc, on a quand même des animaux qui se plaignent de ça ou qui disent, bah, tiens, on a changé ma marque de croquettes. Les croquettes d'avant, c'était quand même mieux. Voilà. Et là, on a changé mes croquettes et bof, voilà. Donc, et ça, on ne peut pas le savoir. Hein. Moi, quand on me demande une communication animale, c'est juste une photo et le prénom de l'animal. Donc, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas l'adresse, je n'ai pas de questions non plus. Hein, je prends 10 questions, mais à la fin, et on ne me les envoie pas. Donc, si vous voulez, j'ai vraiment aucune information. Je ne peux pas, je n'ai pas de questions du genre il mange moins depuis qu'il a des nouvelles croquettes, qu'est-ce qu'il en dit? Non, je n'ai pas ces questions-là. Moi, c'est l'animal qui va décider d'en parler. Et je trouve que ça, c'est vraiment important parce que si on accepte les questions au début, écoutez, si on est assez fort en rédac, on vous fait un beau melting pot, quoi. Hein, et ce n'est pas le but que de mentir ou de rafistoler un truc et de vous vendre de la communication animale et comme de la voyance au kilomètre, quoi. Hein. Ce n'est pas cet objectif-là. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Il faut se lancer. Il faut attendre combien de temps pour avec l'âme d'un animal qui est mort? Alors, là, si vous voulez, les communicants vont vous répondre de façon différente, voilà, mais comme un médium peut vous répondre de façon différente.
moi, je vais vous donner ma réponse et ce que je trouve qui est juste. Voilà, parce que je trouve que c'est ça qui est important. Ce n'est pas trop ce que je pense, c'est avec l'expérience, où est-ce que je peux voir de la justesse. Vous voyez, j'aime bien la période de 40 jours, parce que dans différents modes de spiritualité, on parle des 40 jours, on parle du désert, on parle du jeûne, on parle, voilà, toute religion confondue, ou spiritualité. 40 jours, c'est quelque chose d'important, c'est un temps de carême, c'est un temps d'avant. Enfin, je veux dire, ce sont des temps de préparation pour un grand changement. Et entrer dans l'autre vie, ça, c'est quand même un grand changement. Donc, 40 jours pour s'y faire, sachant que ce n'est pas la même temporalité que nous, mais il faut quitter la temporalité terrestre. Pour moi, c'est assez intéressant parce qu'il y a 10 jours déjà pour comprendre que le corps physique n'existe plus, qu'on a abandonné l'enveloppe charnelle. Ensuite, émotionnellement, se dire « waouh, j'ai plus de corps », quoi. Par expérience, ça prend à peu près une dizaine de jours. Ensuite, mentalement, se dire « ah oui, j'ai plus de corps, donc ça ne va plus réagir pareil ». Voilà. Et spirituellement, je suis dans un autre monde. Voilà, ça, c'est le lien avec les 3 autres corps. C'est les derniers 10 jours des 40 jours. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je suis là pourquoi ? Comment je vis ce monde différent dans lequel je viens d'arriver ? Voilà. Et alors, ça, c'est pour l'animal. Et pour la famille, je trouve que c'est intéressant aussi, parce que c'est aussi comment les proches rentrent dans le deuil de leur animal. Et si on fait tout juste après le deuil, il y a souvent incompréhension, énorme tristesse, mais du coup, la communication animale, elle est plus portée vers l'animal et savoir comment il va, mais l'humain qui s'en veut, l'humain qui n'est pas bien, une communication animale avec un humain qui va pleurer, oui, sauf que moi, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas psy, enfin, je n'ai pas voulu faire des études d'accompagnement de l'humain. Donc, par contre, l'accompagnement de l'animal, oui. Donc, du coup, c'est comment on a un humain qui va pouvoir avoir commencé aussi son processus d'acceptation de la mort de son animal et qui, par amour, veut quand même et se demande si l'animal accepte aussi son décès. Et je trouve que là, on est dans le cadre d'une communication animale réussie, dans le sens harmonieuse. Voilà. Ça veut dire que la communication animale n'est pas faite pour l'humain parce qu'il n'est pas bien, parce que je ne m'en remets pas de sa mort, donc je demande une communication animale. Non, on ne peut pas les déranger un animal parce qu'on ne se remet pas. Là, voilà, c'est les amis, la famille, le conseiller spirituel, le médecin, le psychologue, le psychiatre, mais on ne peut pas se servir de l'animal pour faire sa psycho, quoi. Vous voyez ? Donc, ça, moi, il ne faut pas croire que j'accepte toutes les communications animales pour les animaux décédés, ni pour les animaux vivants, d'ailleurs. Voilà, parce que c'est ne pas faire perdre de temps, voilà, pour une prise en charge vétérinaire, voilà, pour des choses comme ça. Et puis, pour les animaux décédés, c'est pouvoir rester centré sur l'animal. Et après, il faut être clair, quand on accompagne un animal décédé, voilà, et qui nous dit ce qu'il fait, qui nous parle aussi de sa vie terrestre, de son décès, pour se faire identifier, voilà, qu'il envoie des messages d'amour à sa famille, c'est évident que ça fait un grand bien à la famille humaine. C'est évident. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est une conséquence heureuse. Mon premier travail, c'est déjà de voir s'il accepte son décès et s'il a besoin d'un passage d'âme. Voilà. Et quand le passage d'âme est fait, quand il y a un besoin de passage d'âme, ça aussi, ça soulage la famille, de savoir qu'il est bien passé, qu'il est bien arrivé. Vous voyez, cette démarche d'amour, elle fait énormément de bien à l'humain en conséquence, mais elle ne peut pas être le but premier. Voilà. Ça répond ? Oui. Oui, oui, sachant que le passage d'âme, alors le passage d'âme peut se faire pour aller dans l'au-delà, mais il peut aussi se faire de l'au-delà ici. Bien sûr. On a par exemple des animaux, notamment des chats, qui peuvent avoir de très, très, très grosses peurs, ou des animaux qui ont un accident, par exemple se faire renverser en voiture. Et bon, les vétérinaires font un super boulot et ils arrivent à sauver le chien ou le chat. Le seul truc, c'est qu'ils croient qu'il est mort, quoi. Voilà. Donc, on a déjà une partie d'âme qui s'est détachée.
hein, comme dans les gros traumas, hein, des opérations où c'est compliqué et tout ça, mais c'est pareil chez les humains. Hein. Il y a une partie, et quelquefois ils ne reviennent pas bien, donc le corps est en automatique, ils mangent, ils font pipi, ils boivent, mais on se rend compte que le regard est un peu vide, qu'ils ne sont pas impliqués, qu'ils sont plus câlins, qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, on a du mal à le reconnaître, on sent qu'il y a quelque chose au niveau du caractère qui a bougé. Voilà. Et dans ces communications animales-là, moi, je sens, hein, je peux dire, il y a eu un trauma, il y a ça, oui, c'est ça. Oh là là, et puis je vois un morceau d'âme qui est parti, et donc on fait revenir l'âme en expliquant à l'animal, c'était pas le bon moment, quoi. Hein, tu as peut-être cru, pour pas souffrir avec de la morphine naturelle, que c'était le bon moment, hein, voilà, mais c'était pas le bon moment. Hein. Le corps est encore sur Terre, tu peux revenir et continuer ton chemin de vie sur Terre jusqu'au moment où tu partiras, mais enfin, là, c'était pas le bon moment. Et ta famille, elle s'inquiète, quoi. Hein. Donc, moi, souvent, les familles le sentent, ça. Le sentent. Ils ne peuvent pas forcément poser le mot « mon animal a besoin d'un passage d'âme pour réintégrer une partie d'âme qui serait partie ». C'est une réintégration d'âme dans un chemin terrestre. Hein. Mais ils disent il y a quelque chose, il est pas pareil, quelquefois il ne s'intéresse pas à nous, voilà. Hein, dans ce cas-là, moi j'avais eu un cocker, une petite cocker comme ça, et en fait, eh bien, donc elle allait à la chasse avec son propriétaire qui était un chasseur assez invétéré. Et donc, évidemment, les chiens sont lâchés hein, pour la chasse, ce qui semble assez logique. Et il disait que là, il ne pouvait plus lâcher la chaîne, quoi. Elle ne revenait pas, elle ne cherchait pas à revenir. Et en plus, à un moment donné, elle s'asseyait puis elle faisait le loup parce qu'elle était perdue. Enfin, il ne reconnaissait plus son chien qui était vraiment une excellente chasseuse, quoi. Et moi, en fait, la petite chienne, elle me montre, waouh, c'était très fort parce que je suffoquais complètement, qu'elle était en train de se noyer. Donc, voilà. Et il dit, bah oui, oui, c'est ça. Donc, il était dans les polders vers Dunkerque. Et il dit, j'ai juste eu le temps de me pencher et de rattraper la chienne. Donc, il a sauvé sa chienne. Mais il dit, depuis, je ne la reconnais plus, quoi. Voilà, elle pensait vraiment être décédée. Elle pensait être morte. Donc, moi, c'est un des premiers trucs qu'elle m'a dit. Et là, bah voilà, on lui fait réintégrer sa partie d'âme en disant, tu sais, tout ce que tu vois, ce n'est pas une télé, hein, c'est la vraie vie, c'est la personne qui t'aime, tu as le droit de re-aimer la chasse, tu n'es pas perdu, tu es là, ton chemin de vie peut reprendre. Et tout de suite, pendant la séance, on a vu le regard, hein, le regard qui revenait. C'est très, très beau parce que quand ils sont partis, le regard est vide. Hein. C'est très spécial. Hein. Le regard est creux quand il y a une partie d'âme qui n'est pas là. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir un animal peut devenir humain alors ça, je ne sais pas. Non, ça, je ne sais pas parce que je m'occupe que des animaux. Donc, est-ce qu'un jour ils reviennent humains? Il ne faut peut-être pas leur souhaiter hein, quand même. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a des gens qui lisent, Animal et animal. Parce que tu sais, j'ai eu des chats, il y en a une, vraiment, c'était comme un être humain, vous comprenez, même avant que je lui parle. Les autres, non. Oui, mais c'est pas parce qu'ils comprennent tout de suite, comment je dirais, l'émotion portée par les mots ou l'émotion que l'humain ressent, qu'ils ont une part humaine. C'est une forme d'intelligence. Il y en a qui sont plus doués pour comprendre les émotions, il y en a qui sont plus doués pour la chasse, il y en a qui sont plus doués pour la sécurité. Voilà, ça fait partie des dons de la nature. Après, l'humain a tendance à s'accaparer ça en disant tiens, pouf, paf, voilà. Mais en gros, c'est pas mieux que d'être doué pour la chasse, ni moins bien d'ailleurs. C'est simplement différent que d'être un excellent chasseur et ne penser qu'à la chasse. Hein, vous avez des chiens, par exemple, ils ne pensent qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Bon, il n'y a pas de jugement de valeur entre celui qui écoute et qui comprend mieux l'humain et qui sent qu'il a envie de devancer l'humain. Peut-être que ça va surprendre plus l'humain ou que ça va être mieux accepté que le chien qui dit que de toute façon, lui, on peut lui mettre n'importe quel maître, du moment qu'il y a un fusil puis des bottes, c'est bon, il est content, quoi. Moi, j'ai des chiens de chasse qui me disent ça, qui me disent moi, l'important, c'est que je vois un chasseur, quoi. Et avec un maître complètement désœuvré qui dit mais
Il dit, je le vois bien. Si mon voisin est habillé en chasseur, que moi, j'y vais pas, il paraît que le voisin. Il dit, il pense qu'à ça, il pense qu'à ça. Mais du coup, quel est le lien qu'on a avec notre animal? Et puis, ce monsieur qui est chasseur, mais dans le sens bon chasseur, dans le sens où son animal vit dans la maison. Enfin, voilà, c'est pas un animal qui est utilisé que pour la chasse. C'est, voilà, qui dit, mais c'est frustrant, quoi, parce que j'ai l'impression de pas avoir créé de lien. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire que c'est pas, y a pas de jugement de valeur à avoir. C'est à un moment donné, ils ont leur personnalité et comment je dirais, l'attention ou quelque chose pour lequel ils sont le plus doués, mais comme un humain en fin de compte, comme un humain en fin de compte. Et donc c'est pas il est mieux, il est moins bien. Enfin, il y a toujours d'histoires de cases chez les humains. Donc là, c'est pas une histoire de cases, c'est le droit à la différence pour une personnalité qui est unique. C'est ça qui est très intéressant dans la communication animale. Avec plaisir. Des questions? Allez-y. Après, quand un diagnostic est posé, vous parlez de vétérinaire, vous ne pouvez pas agir. Ben, ça dépend. Si. Moi, j'ai des vétérinaires qui m'envoient quand le diagnostic est posé. Donc, on sait pertinemment ce que l'animal a. On sait pertinemment ce que l'animal a, mais on n'a pas forcément la cause. On n'a pas forcément la cause. Voilà. Et c'est de la recherche de cause. Par exemple, on sait que l'animal, il y a une allergie environnementale. Donc à sang, la peau à sang avec du sang partout. Et de où ça vient, on ne sait pas. Voilà. Donc, parce que par exemple, il va s'agir de se dire, est-ce qu'on fait, par exemple, on sait que c'est une allergie, ça on est sûr, mais est-ce qu'on fait toutes les allergies de base? Voilà. Et le vétérinaire, il sait que ce n'est pas en regardant les allergies de base qu'on va trouver. Et quand il voit le coût aussi, il dit, bon, écoutez, je connais quelqu'un en communication animale, il a peut-être possibilité de trouver comme ça. Ça vous coûtera moins cher que toute la panoplie. Et puis, peut-être que là, ça avancera. Par exemple, moi, j'avais un chien comme ça, mais c'était à sang, c'était oh là là là. Donc, bien sûr, j'avais pas la photo de l'animal en sang, mais ce qu'il m'envoyait, c'est écoutez, il y a du sang partout, il n'y a pas de poils, il y a du sang partout, sur le dos, tout ça. Et la dame, elle me dit oui, elle fait c'est ça. Je suis bon, ok. Parce qu'au début, c'est impressionnant. On se demande quand même, moi, je me demande si c'est moi qui me trompe, où est-ce que je suis partie, quoi, quand on voit ça comme ça. Donc, et en fait, le chien m'envoyait mais vraiment des produits. Je sais, écoutez, c'est très bizarre. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça sent comme dans un salon de coiffure. Donc, vous voyez, les produits de salon de coiffure. Écoutez, ça, c'est affreux, quoi. C'est voilà, et l'ammoniac. Vous voyez, et des choses d'ammoniac. Waouh! Et ça piquait les yeux, ça commençait à me piquer partout. Enfin, c'était un truc, waouh! Et donc, la dame, elle me dit, je sais de quoi vous parlez. Je dis, ah bon, votre chien, il vit en salon de coiffure, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle me dit, non, je suis coiffeuse à domicile. Et donc, tous mes bidons de produits sont dans le garage et le chien dort dans le garage. Et elle me disait, même nous, ça nous dérange. Quand on rentre dans le garage, même les bidons bien fermés, je le sens. Mais je dis, écoutez, même là, si vous faites dormir votre chien là, lui, il respire ça à longueur de temps. Enfin, voilà quoi. Donc ça a pu être résolu. Déjà, faire dormir le chien ailleurs, ne pas entreposer ce genre de produit près de pièces à vivre. Parce que j'ai écouté là, le chien n'est révélateur que d'un problème que les humains vont avoir. C'est parce que là, lui, il est sensible. Voilà, mais il n'est le révélateur que de la dangerosité du produit et que ce que le produit va ramener à l'humain, parce que même si vous le sentez moins, vous vivez quand même là-dedans, quoi. Là-dedans, quoi. Et donc, peu à peu, donc, bien sûr, il y avait le traitement vétérinaire, mais le traitement vétérinaire a commencé à faire effet. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important aussi dans ce qu'on se dit là, ça aussi, c'est très troublant dans la communication animale,
c'est que pour moi, dans 70 à 80% des communications animales, l'animal ne fait que dire quelque chose que les humains savent déjà. Mais ils savent la dangerosité de ce produit, ils savent, mais ils le font quand même. Comprenez? Donc là, c'est l'exemple sur ce produit, mais ça peut être un exemple sur d'autres choses. Par exemple, même les humains stressent avec ce bruit de frigo qui déconne, d'accord? Mais ils le laissent quand même. Comprenez? Ça ne fait que un peu mettre sur la table quelque chose que toute la famille sait, en positif comme en négatif, hein, quelque chose d'agréable comme de désagréable, et l'animal, lui, le remet au milieu et appuie là, comment je dirais, d'une façon simple et précise, pile à l'endroit où la famille a quelque chose à apprendre et quelque chose à faire. Et que pour X raisons, on laisse quand même. Vous voyez? Comme par exemple la poignée de fenêtre qui assure pas bien la sécurité, mais on est habitué. Est-ce qu'un chien peut ressentir la maladie d'un de ses maîtres? Oui, tout à fait. Et comment il réagit en fonction de l'évolution de l'état de santé? Je ne sais pas dans quel... je ne sais pas ce que cache votre question. Moi, je suis très animale, hein, donc je ne sais pas ce que cache votre question. Si l'état de santé se détériore, est-ce que le chien le ressent? Bien sûr, oui. En se rapprochant beaucoup du maître? Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. En étant, entre guillemets, peau de colle avec le maître? Pas forcément. Pas Ça va forcément. dépendre aussi beaucoup de l'odeur des produits pris par le malade. Ouais. Ça, c'est... j'ai eu un chien comme ça en communication animale. Donc ça, c'est des moments qui, pour nous, au départ, si vous voulez, la communication animale, pour moi, elle démarre quelque chose de très vite. Donc j'ai la photo et d'un seul coup, boum, j'ai l'animal qui parle. Hein, pour ceux qui me connaissent, c'est déjà, j'ai à peine le temps de faire ouf, l'animal est déjà en train de partir. Et là, la chose que j'ai eue, c'est je demande pardon. Déjà, rien que ça, énormément d'émotions, quoi. Et l'animal, il dit, je demande pardon parce qu'il y a quelqu'un d'extrêmement malade dans la famille. Donc, moi, j'avais des odeurs de chimiothérapie. Voilà. Donc, déjà, moi, je ne vais pas dire ça à la famille comme ça, parce qu'on a quand même un risque de s'être trompé de famille et de s'être trompé de chien. Hein, donc, voilà. Donc, on ne va pas, là, pour le coup, je retiens tout, et puis on s'y prend autrement. C'est, est-ce que dans la famille, vous avez quelqu'un de gravement malade, un monsieur avec de la chimiothérapie? Oui. OK, j'ai un message de votre chien. Voilà. Parce que là, on va déjà prendre cette assurance-là, on va pas partir dans l'autre sens, quoi. Hein, et en fait, il disait qu'il demandait pardon parce que donc la personne faisait des séjours et avait des soins en chimiothérapie. Et le truc, c'est que quand cette personne rentrait à la maison, la personne avait complètement changé d'odeur. Et le chien, c'était très émouvant. Il demandait pardon parce qu'il n'avait pas reconnu l'odeur à la porte. Ensuite, il reconnaissait la voix, il reconnaissait la silhouette, mais comme l'odeur était troublée, il posait un regard surpris. Et seulement après, il allait vers la personne malade. Et il disait qu'il demandait pardon parce que la chose la plus importante, c'était qu'il savait qu'il devait porter un regard normal, pas un regard de malade vers la personne. Et il était extrêmement choqué. Il demandait pardon parce qu'il disait qu'il renvoyait un regard « tu es malade ». Vous voyez, c'est beau, hein? Il y a des humains qui font ça, qui en ont même pas conscience et qui ne s'excuseraient pas, quoi. Vous voyez, c'est magnifique, quoi, comme message. Et donc là, le monsieur n'était pas là. Donc, il était en chimio, justement. Donc là, avec la dame, on a mis en place un protocole que quand elle mettait la clé dans la porte ou quand l'ambulance arrivait, hein, quand elle va aller chercher son mari à la porte, de pouvoir prévenir le chien, c'est nous, c'est papa qui rentre. Et que du coup, le chien... Et il était prêt, en passant au-delà de l'odeur, pour accueillir dignement et dans l'amour, et ne pas porter de regard « tu es malade ». Voilà. Et ça, on l'a fait tout de suite.
On l'a fait tout de suite. Donc oui, ils le sentent et ils peuvent avoir cette notion de recul parce que si vous voulez, une personne, ça se reconnaît sous plusieurs angles, quoi. Hein, ça se reconnaît par une odeur, une silhouette et une voix. Et l'odorat, c'est quand même quelque chose d'hyper important chez l'animal, c'est la première chose. Ben, là, pour lui, c'était l'odorat. Et comme là, ce n'était pas le même odorat, il voyait la personne, il l'entendait, il disait, ben non, ce n'est pas le bon odorat. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Parce que le premier truc, c'est dire, c'est pas possible si on n'a pas tout ensemble. C'est pas possible, il se passe un truc. Voilà. Et donc après, il disait, ah si, c'est lui quand même, ok, mais il avait d'abord porté un regard, oh, t'es pas normal, vous voyez? Voilà. Donc oui, ils peuvent sentir les maladies, voilà, ils sentent très très fort les odeurs. Ils voient aussi certaines pathologies, voilà, où nous on oriente vers des médecins. Voilà, moi je dis allez, il faut aller voir votre docteur, voilà, c'est pas à nous de poser le diagnostic, mais c'est quand même à nous de dire allez voir votre médecin, allez voir le cardiologue, allez voir l'oncologue, retournez voir votre médecin. Voilà, ça on a beaucoup d'animaux qui nous en parlent, oui, qui nous en parlent. Oui. Toute petite, oui. Oui. Vous savez, ça ne fait pas avancer les animaux. J'aime pas trop parler de tout ça parce que on est surtout là pour faire que ça puisse aider les animaux, quoi. Le reste, allez, on s'en fout un peu. Vous avez quoi? Une grande fleur des animaux. Ah ben, là, je ne peux rien faire pour vous, comme dit l'autre. J'essaie de m'intéresser plus à l'animal. Plus je lis, plus je commence à manger des trois chats, mais plus je les comprendre, parce que pour moi, c'est oui. Oui, oui. C'est difficile de vous dire. Allez, c'est un monde qui est pas forcément tout rose non plus, mais allez, c'est vraiment un monde intéressant, quoi. Voilà, ils ont chacun leur monde, hein, chacun leur personnalité, voilà. Il va y avoir un hypnothérapeute qui va vous enlever cette peur. C'est vrai? Il ressent aussi oui. On va, parce que j'ai une question, si ça vous va. Oui, bien sûr qu'ils savent ce qu'est la mort. Il n'y a pas de... comment j'ai envie de dire, la mort n'arrive pas forcément au bon moment, par exemple quand ils sont jeunes ou quand il y a un accident, ce qui peut expliquer les problèmes de passage d'âme, hein, voilà, incomplet, ou bien ils ne comprennent pas, ils sont perdus parce que ce n'était pas l'âge auquel ils devaient mourir, c'est un accident et boum, la mort, ils ne s'étaient pas préparés. Mais il faut savoir que la mort est quelque chose de normal et dans le monde animal et il n'y a pas de peur plus que ça. Il n'y a pas de peur plus que ça, il n'y a pas de refus de la mort non plus. Ça, c'est typiquement humain. Hein. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. La vieillesse est considérée comme qu'ils le vivent, bien sûr qu'il peut avoir des douleurs, il peut avoir le fait de devenir sourd, le fait de devenir aveugle, le fait de devenir incontinent, voilà. Mais il y a quelque chose où l'âme commence à se détacher peu à peu. Hein, il y a énormément d'acceptation chez l'animal, énormément d'acceptation. La vraie vie, quoi, en fait. Oui. Ça, on s'en aperçoit. Hein. Un animal décédé peut-il se réincarner? Ah oui, parce que moi, j'ai déjà eu en communication animale, donc je peux vous dire oui. Parce que j'ai eu, il y a plusieurs années, un labrador, qui est décédé, bien sûr. Et un an après, j'ai repris mon Kinshasa, qui est décédé aussi, et j'ai eu vraiment l'impression que c'était la même âme, quoi. C'était le même chien. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, et surtout quand c'est dans la même famille, là, on s'en rend bien compte, quoi, parce qu'il peut y avoir une réincarnation, mais dans d'autres familles. Donc, automatiquement, on ne se rend pas compte que c'est une réincarnation de l'animal. Voilà. Mais oui, moi, je l'ai déjà eu en communication. Je l'ai ressenti aussi, moi. Oui. C'est pour ça. Oui. Quand je suis allée chercher une photo, et une amie l'avait sur ses genoux. Et pendant c'était moi qui conduisais, pendant tout le parcours, il n'a fait que me regarder parce qu'il savait que c'était moi, sa maîtresse, et non pas
ma meilleure amie, pourtant elle l'avait sous ses genoux. Je pense qu'on aurait dit. Il n'y a pas que ça, hein. C'est pas seulement, non, heureusement, mais non, ils parlent d'habitude, ils sont capables de, moi en réincarnation, j'ai eu un chien, un mâle qui était mais très, très virulent, très attaquant, enfin, dès qu'il y avait un autre chien ou même un humain, allez, il démarrait, quoi, c'était un berger australien, mais vraiment, enfin, assez furibond, les talons, qui étaient au troupeau, hein, qui attaquaient les autres chiens, il estimait qu'ils n'avaient pas bien bossé. Donc, c'est quand même un petit peu virulent, le lascar. Et qui expliquait que là, donc, il était dans la même famille. Il ne savait pas encore s'il voulait faire du troupeau ou pas. Là, pour le coup, dans cette vie-ci, il disait qu'il ne savait pas s'il voulait faire du troupeau ou pas. Et il disait qu'au niveau physique, il avait comme des pathologies et des faiblesses au niveau physique. Donc, la famille s'interrogeait aussi, savoir s'ils allaient pouvoir le mettre au troupeau. Et il disait que du coup, il était obligé de s'apaiser et il ne pouvait pas démarrer au quart de tour comme ça pour aller en attaquer un, quoi. Parce que là, dans cette vie-ci, il n'en avait pas les compétences physiques. Il pouvait pas. Il avait 2 ans, mais il pouvait pas. Et que du coup, il apprenait énormément. Et il avait donc expliqué la réincarnation. Donc, bon, ok. Donc, la famille reconnaissait le premier chien, reconnaissait dans le deuxième chien que de temps en temps, il avait envie, puis que, hop, le corps n'avait pas suivi. Donc, du coup, il se posait. Hein, il avait un problème au bassin. Donc, d'un seul coup, il se posait. Et donc, quand c'est comme ça, moi, je demande des preuves de réincarnation. Parce que ça, c'est bien sympathique si vous voulez, de décrire le chien d'avant, hein, et là, mais donc je dis, bon, ok, tu es réincarné dans la même famille, ok, voilà, bon, une preuve. Et donc, lui, il avait dit, j'ai quand même été très, très surpris, hein, dans la cuisine, avant, moi, j'ai connu les portes en chêne, et là, je suis arrivée, c'est des portes blanches. Voilà, donc moi je dis ça, la famille dit ah bah ouais, il n'a pas pu connaître les portes blanches, il est décédé avant qu'on change la cuisine. Voilà, et effectivement, on a refait la cuisine en blanc. Bon, ok. Je suis persuadée, je reste persuadée que c'était la Oui, réalisation. mais on a plus que de moi. Oui, il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans ce qu'on a envie de croire ou dans ce qu'on a besoin à ce moment-là. Mais honnêtement, quand il y a réincarnation, il y a vraiment des preuves. Par exemple, le fait d'aller se coucher exactement au même endroit, de réclamer la même chose, d'être sensible à la même heure des repas, aller dans le jardin, grogner au même endroit, tout petit, des choses qui… Des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Dans le jardin, ils sont chez eux. Ils savaient, oui, voilà. Certains endroits, il avait l'air de savoir. Voilà, c'est ça. Ils se sentent chez eux. Oui, il y a des choses très, très particulières. Oui. Très, très particulière. Voilà. Moi, par exemple, j'avais une dame qui avait eu un chien comme ça, et elle disait, écoutez, bon, on ne sait pas pourquoi, il a une toquette, on a déjà travaillé ça avec le comportementaliste, voilà, enfin, voilà, on ne trouve pas le truc, mais en gros, il est en train de nous défoncer un mur, quoi, entre le couloir et la cuisine. Bon, ok, donc moi, bon, écoutez, là, vous me le dites avant, ça m'embête un peu, mais en fait, déjà, on va écouter le chien. Et en fait, la première chose que le chien dit, c'est « Oui, mais moi, j'ai connu la maison avec une porte, là, hein, moi, je veux continuer de passer. » Ouais. Et donc, il se décrivait, et la dame, elle me dit « Vous me décrivez mon chien décédé, quoi. » Effectivement, on avait une porte. Donc, il voulait continuer de passer par la porte. Voilà, donc là, c'est de dire, écoute, dans cette incarnation-ci, ok, là, la famille, du coup, sait qu'il y a une réincarnation et tout ça, mais effectivement, là, maintenant, il y a un mur, quoi. Donc, c'est comment tu fais le tour, mais c'est pas un non-amour, ce mur, et tu as aussi l'air de rien, il s'est aussi servi du mur pour réussir à faire passer des messages. Bon, en bout de course, ça finit par la communication animale, mais pour aussi faire passer le fait qu'il vient continuer sa vie près de sa famille terrestre, dans une autre enveloppe, quoi. Donc, c'est très intéressant également, quoi. Parce que du coup, la famille, elle a appréhendé les choses différemment aussi. Hein, c'est un animal mort d'un seul coup dans un accident, voilà, il est revenu dans la même famille pour continuer à vivre quelque chose avec cette famille-là, quoi. Hein, c'est très beau, donc à un moment donné, ils se débrouillent quand même pour porter le message de leur réincarnation, mais c'est pas toujours facile, hein, de dire je suis réincarné au même endroit. Voilà. Au bout de combien de temps, vous m'avez dit quelquefois qu'un chien a du mal
partir. Oui, oui. Bon, au bout de 5-6 années, il finit quand même par partir. Ben, ça, c'est un problème humain. Ça, c'est un problème humain. 5-6 ans, vous savez, il n'y a pas de temporalité. 5-6 ans, 1000 ans, 2000 ans, 100 000 ans, c'est un problème humain de compter comme ça en années, quoi. Vous comprenez? C'est pas, dans l'au-delà, il n'y a pas cette temporalité. Il n'y a pas cette temporalité-là. Voilà, donc ça peut leur sembler long, ça peut leur sembler court. Ça, c'est une autre, c'est voilà, la notion de longueur. Hein? Ça, c'est pas en lien avec la temporalité. Hein? C'est la façon dont on s'approprie le moment qu'on vit. Pour certains, ça peut être très long, le même moment peut être très court pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas un problème d'années, ou de jours, ou d'heures. C'est pas ce problème-là. On peut être une journée à l'école et ça passe très vite. On peut être la même journée à l'école et pour le voisin, c'est comme si ça avait duré 1000 ans. Ben oui. Vous voyez? Donc, ce n'est pas dans cet esprit-là qu'il faut le comprendre. Il faut les laisser parler. Il faut les laisser exprimer ça. Et les messages vous arrivent comment? Je ne sais pas, ma brave dame. Je ne sais pas. Si je le savais, ça va. J'ai envie de dire ça m'arrangerait bien, mais peut-être même pas. Je les ai tout simplement. Je les entends. Vous les entendez? Je les entends, je les vois. Je peux les sentir aussi dans le corps. Pas forcément. Pas forcément. Je demande une photo parce que, comme vous voyez, il y a déjà la question de madame comme ça. Alors, si en plus, je dis à la personne, il ne faut rien me dire, je vais me centrer sur vous, je vais voir la couleur de votre chien, mais alors là, ils vont être pas bien du tout, quoi. Donc ouais, voilà. Mais déjà, ça fait peur. Donc, je veux déjà éliminer, entre guillemets, cette difficulté-là. Et puis, ça nous fait quand même une sécurité en plus de voir l'animal. Hein. Ça nous fait quand même une sécurité en plus. On a la sécurité de l'animal et du nom de l'animal. C'est quand même mieux que de dire aux gens ne pensez à rien. Ça y est, je l'ai trouvé. Il y a des gens qui viennent avec leur nom, ceux qui sont des gens pour lesquels si je fais du shiatsu reboutage, oui. Si je fais le shiatsu, et encore, je peux aussi le faire à distance. Mais là, oui. Mais pour communication animale, moi, je ne souhaite pas forcément les voir. Hein. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de les voir, je n'ai pas besoin de voir leur âge, surtout de voir s'ils boitent ou s'ils ont une patte en moins. Enfin, je n'ai surtout pas besoin de ça, quoi. Hein, vous voyez, parce que ça trouble la communication animale, de voir des choses. Voilà. Donc, ça doit vraiment être une photo quelconque. Hein. Moi, j'insiste bien là-dessus. Hein. Par exemple, vous pouvez me montrer un chiot pour un animal qui a 12 ou 15 ans et qui est dans l'obésité. Ça m'est déjà arrivé. La première chose que l'animal dit, bien sûr, oui. Surtout pas me montrer votre chien obèse. Qu'est-ce que je vais dire? Il est gros, ça aussi, tout le monde sait le dire. Hein. Donc, vous voyez. Donc, et on s'en fout, il est gros. L'important, c'est comment l'animal ressent son obésité. Voilà. Moi, j'ai des animaux qui me disent j'ai des plis de peau partout et je fermente entre mes plis de peau et je ne le vis pas bien. Voilà. Et j'ai la photo d'un animal mince. Et la personne qui me dit bah oui, on est en train de lui faire régime et effectivement, on a l'impression qu'il y a comme de la peau de pyjama de partout et effectivement, on sent qu'il n'est pas bien. Voilà. Bah, oui, bah là, il se plaint quoi, parce que la peau, elle frotte et il n'est pas bien, quoi. Il n'est pas bien. Donc ça, c'est ce ressenti-là, il ne faut pas que moi je l'ai sur une photo, quoi, parce que il faut quand même derrière que les familles soient acteurs. Donc si on dit quelque chose qu'ils sont en train de nous montrer et qu'on leur dit que le chien n'est pas bien, ils disent ouais, ça aussi on sait le dire, quoi. Voilà. Tandis que là, si on n'a vraiment rien sur les photos qui peut le montrer, la parole de l'animal, elle est beaucoup plus considérée, elle est beaucoup plus vécue, et donc l'humain est beaucoup plus acteur derrière. Vous voyez? Parce que ça, c'est important. Hein, d'ailleurs, quand on parle de poids comme ça, avec Virginie qui est en face de moi au salon et qui travaille en Ayurveda, justement, on va avoir une journée mixte. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que d'une part, hein, comme vous l'avez bien compris, quelquefois l'humain doit être accompagné, mais notamment dans les cas de surpoids. Parce qu'on s'aperçoit aussi que quand un animal est en surpoids, la plupart du temps, c'est aussi un problème de l'humain qui ne sait pas
réguler la nourriture à donner à son animal, comme si aimer, c'était gaver. Vous voyez, comme s'il y avait une espèce de schéma là. Hein, et que donc, il y a un travail à faire avec l'humain au niveau émotionnel et au niveau, lui, de sa propre façon de se nourrir. Donc, avec Virginie, pour ça, c'est top, pour que justement, en prenant soin de lui, il puisse prendre conscience et respecter le grammage et la nourriture adaptée à son animal, parce qu'autrement, il n'arrive pas à le faire maigrir, et puis c'est la route vers la mort, quoi, l'obésité de l'animal. Hein. Ça enlève des années de vie. Hein. Donc, à un moment donné, on sait bien qu'il y a la prise en compte des deux pour que l'humain puisse... il ne s'agit pas seulement d'être sur la bonne volonté, il faut pouvoir durer pour faire maigrir un animal. Donc, ça ne peut pas être juste je fais un effort pendant 3 jours, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Donc, c'est comment on accompagne l'animal là-dessus et l'humain. Voilà. Des demandes pour clôturer. Vous voyez, il y a 58, tout ça. Je pense que ça va être sophrologie. Au cas où vous pouvez rester. J'ai la clé, hein, je vous donnerai la clé. Mais pour dire de ne pas devoir sortir et revenir et tout ça, quoi, si vous voulez assister à la conférence numéro 2. Quoi. Voilà. Oui. Mais s'il y en a qui veulent rester, je laisse ouvert. Quoi. Vous voyez ? Voilà. Merci à vous. Plein de belles choses. Merci.